Bonjour, je m'appelle Nina, je travaille pour la marque L'Amazuna qui est née il y a 8 ans. C'est une marque française qui développe des solutions zéro déchet pour la salle de bain. Donc l'idée c'est de remplacer tous les produits jetables par des alternatives durables. Donc on a une gamme de cosmétiques solides, des shampoings, du déodorant, du dentifrice, un pain de rasage qui vont donc solides, c'est-à-dire sans flacons en plastique. On peut trouver en vrac dans les épiceries vrac. Et ça permet d'éviter tous ces flacons qu'on met à la poubelle à chaque fin de produit. Et aussi une gamme d'accessoires durables, des brosses à dents rechargeables, des lingettes démaquillantes lavables, un auriculi pour remplacer les cotons-tiges, une éponge de konjac, etc. L'idée c'est d'avoir un objet qu'on va laver et réutiliser des années, voire toute sa vie, plutôt que de le mettre à la poubelle après chaque utilisation. Donc là, ce sont des shampoings solides, Calmella. Donc le shampoing solide, c'est hyper facile à utiliser. On se mouille les cheveux, on frotte directement sur cheveux mouillés. Et ensuite, on se shampooine comme on avait l'habitude de le faire. Sauf que là, vous n'aurez pas de bouteille à mettre à la poubelle à la fin de votre produit. Et en plus, nous, on a des compositions qui sont 100% d'origine naturelle, avec des produits faits à la main en France, des ingrédients bio, évidemment vegan. Et voilà. Le petit carton, il est en carton recyclé, imprimé avec des encres végétales. Donc il peut aller au compost. C'est écrit sur la petite boîte. Et nos produits sont aussi disponibles en vrac, c'est-à-dire sans boîte du tout, soit dans notre boutique à Paris, soit dans les épiceries vrac avec lesquelles on travaille. Alors, la cup, nous, on a dessiné notre propre modèle de cup qui est en silicone platine, donc un silicone de grade médical qui est utilisé pour des objets de chirurgie. On l'a choisi volontairement très souple parce qu'à l'époque où on l'a créé, il n'en existait que des rigides et ça rebutait certaines filles qui se faisaient mal en la retirant ou en la mettant. Là du coup on a une cup qui est hyper facile à plier, qu'on ne sent pas du tout une fois qu'on l'a à l'intérieur et qui se retire très facilement. Elle est faite en France évidemment, on a 2 tailles, là c'est la grande, on a la petite, donc on va choisir la taille en fonction de son flux et en fonction de sa morphologie. Et également en fonction de ses potentielles grossesses. Donc Feed, c'est des repas complets, parfaitement équilibrés, qui sont véganes, sans gluten, sans lactose, sans OGM. Tout est fabriqué en France. Et vous allez retrouver dans une bouteille ou dans une barre vraiment tout ce dont votre corps a besoin pour être en pleine forme. Et c'est exclusivement des ingrédients d'origine naturelle. C'est essentiellement des céréales, avoine, lin, sarrasin, riz, sous forme de farine auquel on va rajouter ou des fruits ou des légumes ou du chocolat par exemple pour donner les différentes saveurs. Vous pouvez les commander en ligne sur notre site internet feedsmartfood.com ou sinon vous pouvez aller tout simplement dans le Franprix le plus proche de chez vous, bientôt chez Monoprix, pour pouvoir acheter les produits. Merci. Nous on travaille avec les micro-algues et les macro-algues, les algues marines. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, les micro-algues, elles sont à la base de toute la chaîne alimentaire qu'il y a dans les océans. C'est-à-dire qu'un poisson sauvage, au départ, vous avez des micro-algues qui sont mangées par des petits crustacés, qui sont mangés par des petits poissons, qui sont mangés par des gros poissons. Et c'est les micro-algues qui font tout en matière d'ingrédients, de protéines, de lipides, d'odeur, de couleur. Et donc, la micro-algue, c'est une vraie source de protéines et de tout ce qui est dans le poisson, c'est dans la micro-algue déjà. Alors après, aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a que Odontella qui est autorisée à la consommation humaine. C'est la première micro-algue marine autorisée à la consommation humaine. Et nous, on veut essayer d'élargir au niveau de l'Europe l'utilisation. Donc on essaye de faire en sorte, on voudrait qu'il y ait plus de micro-algues parce que ça va nous permettre d'avoir des possibilités de plus en plus larges de développer des produits. Donc là pour l'instant on travaille sur on a fait le saumon, on travaille sur les coquilles Saint-Jacques, la crevette, le caviar. On travaille aussi sur une boisson pour les enfants pour apporter du DHA et sur un concept complètement nouveau qui s'appelle le carré d'algues. On n'en parle pas trop encore, on présentera dans quelques mois. Donc, notre métier, c'est d'essayer d'utiliser cette ressource algues et micro-algues pour l'amener dans l'assiette du consommateur. Sachant que c'est vraiment, pour l'instant, les produits à base de micro-algues marines, ils sont extrêmement rares, il n'y en a quasiment pas sur le marché. Une description là, plutôt complète. Mais
Non, c'est, les microalgues sont capables de faire des caroténoïdes, des pigments naturels en fait. Donc on est Vegan Impact, on existe depuis 2 ans et on est une association qui milite, qui fait des actions de sensibilisation autour du véganisme, de l'écologie et de la santé. On promeut le véganisme avec des dimensions écologiques, sanitaires et d'éthique animale. On fait des actions tous les mois dans le métro, on diffuse Earthling pendant 2-3 heures sur une rame de métro. Tous les mois également, on fait des actions Animal Movies, on diffuse dans Paris, à un endroit précis, un film qui a été monté par des bénévoles sur la condition animale, avec des militants qui tiennent des visuels pendant, pareil, 2-3 heures. Et sur des dates clés, les journées mondiales contre la pêche, contre l'abolition de la viande, des choses comme ça, on fait des happenings un peu plus trash pour essayer de choquer un peu l'opinion. Le dernier qu'on a fait, c'est il y a 15 jours sur la pêche. On fait des mises en scène, des choses comme ça. Et après, sur les grands événements, on fait des événements en partenariat avec L214. Il y en a qui vont être plus sensibles à l'écologie. Manger l'élevage intensif aujourd'hui, que ce soit pour la viande animale, les bœufs, les veaux, des choses comme ça pollue énormément et ça tue les sols, des choses comme ça. Le poisson, on est en train de tuer les fonds marins et tout le monde sait très bien que le jour où les poissons disparaissent, on disparaîtra aussi. Dans une dimension santé publique, on sait tous, pareil, sur l'élevage intensif, même le bio, que les animaux sont gavés aux antibiotiques, ce qui crée chez nous une antibiorésistance, ce qui fait qu'on ne peut plus se soigner de la même manière, tous les scandales alimentaires qu'on entend, des choses comme ça, et après, sur la dimension éthique, on ne peut plus nier aujourd'hui que les animaux sont des êtres qui ressentent des choses, des émotions, une intelligence, certes qui n'est peut-être pas la nôtre, mais qui leur est propre et qui leur permet que ce soit les cochons, ils n'existent pas à l'état naturel. Donc c'est quand on va s'arrêter de faire tout ça, il n'y aura pas de reproduction, ça va forcément s'éteindre. Et si on coupe les élevages directement, ils vont vivre leur vie, ça ne va pas s'étendre. Ils s'adapteront, mais on ne va pas se retrouver envahis, ces excuses-là d'autorégulation. Donc non, c'est pas on arrête tout d'un coup, je pense que c'est impossible pour tout, on le voit pour les delphinariums, on le voit pour tout, on ne peut pas du jour au lendemain décider d'arrêter. Mais il ne faut pas, si on commence déjà par arrêter l'élevage intensif, les choses comme ça, et en plus il y aura de la place pour tout le monde. Quand on entend dire oh là là, on met tout le monde au chômage, non, il y a des milliards de choses à faire. Un vegan, il ne mange pas que le lait. Les gens, il faudra les nourrir, on est de plus en plus nombreux. L'homme s'est toujours adapté et ça fait partie de l'adaptation. On ne va pas rester sur des... on a arrêté plein de choses parce qu'on s'est rendu compte que c'était stupide. Ça fait partie des choses, certes, qui restent depuis plus longtemps. C'est pas parce que c'est archaïque qu'on doit continuer de le faire. Dans ces cas-là, continuer de les enfants et de traiter les femmes comme des sous-merdes et d'avoir des esclaves chez soi. Alors, PETA, c'est... Pardon. S'affirmer. Je recommence. PETA États-Unis, c'est la plus grande ONG de défense des droits des animaux au monde, avec plus de 6,5 millions d'adhérents à travers le monde. Et en fait, notre mission, c'est de sensibiliser les gens à la souffrance de tous les animaux, partout dans le monde. Et n'importe quand en fait, tout le temps. Je suis désolée, c'est un peu décousu. En fait, notre devise, c'est que les animaux ne nous appartiennent pas et qu'on n'a pas à les utiliser, que ce soit pour nous habiller, pour manger, pour nous divertir ou pour nos expérimentations, nos expériences scientifiques. Parce qu'on estime que tous les animaux ont un droit, tous les êtres sentients ont un droit fondamental à disposer de leur propre vie. Donc on est antispéciste. On est d'ailleurs une des premières associations à avoir défendu l'idée de l'antispécisme. Et on a des campagnes diverses et variées, comme toutes celles qui sont ici. On a cet outil qu'on a élaboré et qui est très intéressant, qui s'appelle le guide du vegan en herbe, et qui est fait pour les gens qui s'intéressent au véganisme, qui ont envie de franchir le pas, soit qui ne savent pas, qui ne connaissent pas très bien, qui ne savent pas trop comment ça se passe. Donc qui explique beaucoup de choses. Donc il y a des données, ça c'est des conseils un petit peu culinaires, des idées de produits qu'on peut acheter dans le commerce. Il y a aussi un planning pour une semaine de véganisme, ce qu'un vegan peut manger sur une semaine avec des recettes, des petites fiches recettes. Donc c'est assez cool. Il y a aussi une page sur les enfants véganes, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient
assez souvent pour expliquer qu'en fait, même les enfants peuvent avoir une alimentation végétale et que c'est même recommandé. C'est à Paris. Il y a des explications nutritionnelles. Ça parle de tout, vraiment de la santé, Et là, vous faites un chèque de 21. de l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement aussi. Donc ça, c'est ici. En gros, tout ce qu'on peut épargner quand on devient végétalien. Et enfin, ça parle aussi, on développe un petit peu l'intelligence des animaux et la raison fondamentale pour laquelle on a décidé à la base de devenir, nous, vegan. Donc je vous invite à le trouver, à le commander gratuitement sur le site internet petafrance.com, soit à le commander par la poste, soit à le télécharger si vous n'avez pas envie d'utiliser le papier. On a une campagne, on a plusieurs campagnes. Nos axes de campagne, ce serait en ce qui concerne l'alimentation, je viens d'en parler. Il y a aussi ce qui concerne l'habillement. On fait beaucoup de campagnes anti-fourrure. D'ailleurs, l'État a inventé le concept plutôt à poil qu'en fourrure dans les années 80. Et aujourd'hui, on a une grande... là où on se bat beaucoup, c'est avec Canada Goose, qui est une marque que tout le monde connaît aujourd'hui. On en voit partout. Ils ont des doudounes, ils vendent des parkas avec des capuches en fourrure de coyote. Et ce sont des coyotes qui sont trappés dans la nature et qui restent comme ça en fait pendant plusieurs jours, piégés en fait dans des pièges à mâchoires métalliques. Ils sont exposés à toutes sortes d'intempéries, ils peuvent pas se protéger. Ils sont aussi, ils deviennent des animaux de proie, donc ils peuvent pas sortir, ils peuvent aller nulle part. Ils agonisent souvent d'hémorragie parce que à cause des blessures, parce que les pièges à mâchoires sont tellement puissants qu'ils vont briser l'os carrément de la patte. Et les mamans qui ont des petits à nourrir et qui étaient juste parties chercher de la nourriture sont tellement désespérées d'aller nourrir leurs petits qu'elles vont jusqu'à se ronger leurs propres membres pour essayer de s'échapper. Et quand les trappeurs reviennent sur le lieu de chasse, ils les abattent au fusil ou alors ils les abattent pour préserver la fourrure en leur explosant le crâne avec des coups de pied. C'est très très violent. Il y a beaucoup de vidéos sur internet, on en parle, sur notre site internet vous pouvez trouver tout ça, sur notre page Facebook aussi PETA France. On a aussi sur le site, les petits autocollants qu'on a détournés que vous pouvez nous demander à l'adresse info@petafrance.com. On est ravis de vous en envoyer, comme ça vous pouvez les coller un petit peu partout. On a aussi effectivement une campagne sur... ça c'est à l'envers, mais c'est très important. On a aussi une campagne sur le divertissement, c'est-à-dire que il se passe beaucoup de choses en France en ce moment. Il y a une mobilisation de plus en plus importante sur les cirques. Il y a énormément de gens qui agissent pour les animaux qui sont exploités dans les cirques. Donc ce sont des animaux sauvages qui n'ont jamais demandé à être enfermés, privés de contact avec leur famille, à être séparés des leurs et surtout à avoir, en plus de vivre seulement dans des camions en permanence et de sortir que pour aller faire des numéros sur une piste, ils ont le dressage d'un animal sauvage. En fait, pour forcer un animal sauvage à faire quelque chose qui n'est pas naturel pour lui, on le contraint à... On est obligé de le contraindre et en fait les méthodes de dressage sont aussi très très violentes. Et elles peuvent même être néfastes à leur santé, c'est-à-dire qu'on les fait se tenir dans des positions qui ne sont pas naturelles et ça leur crée des problèmes d'articulation, etc. Que ça vient effectivement de ça, en fonction du type de variété de chanvre et de l'endroit où il va pousser. On va avoir une différente teneur en fibres ou en graines selon la variété. Et en fonction de cette teneur en fibres, on va avoir une qualité de fibre qui ne va pas être la même d'une variété à une autre. Et je pense que le rendu des matières dont vous me parlez vient principalement de ça, de la sélection de la graine de chanvre au départ, parce qu'il y en a des milliers différentes. La deuxième, c'est la manière de travailler, le savoir-faire de la personne pour arriver à récupérer cette fibre. Parce qu'avant d'avoir la fibre dans le chanvre, il y a tout un processus à réaliser. Il faut le mettre à rouir, on fait moisir, on fait sécher, on bat, et là on récupère la filasse. Donc même dans ces étapes de transformation-là, si elles sont faites différemment, ça peut avoir une incidence sur la fibre. Et après, il y a tout ce qui est la manière de la travailler, le savoir-faire de l'artisan ou de la personne qui le fait,
Et après, les teintures qu'il peut y avoir. En fonction d'une fibre ou une autre, il peut y avoir plus d'absorption, ou peu, ou peu, qu'une autre fibre. Moi, j'ai fait mes études, je suis ingénieur qualité de formation, et j'ai voulu monter une société à base de chanvre il y a 17 ans. Ça fait 17 ans que je fais ça, j'ai créé en 2001, le 1er juin 2001, pour le petit jeu de mots sur le chanvre. Et en fait, je référence des produits qui me plaisent et que j'aime bien dans cette gamme-là. Et on est distributeur de la marque Sativa, une marque anglaise, de la marque Pure, une marque allemande, et de la marque Woodlands, des Parka. Et je les vends sur les salons pendant un moment pour voir si le produit plaît et si surtout on n'a pas de mauvais retours. Et à partir du moment où ça c'est établi, on essaye de développer ça auprès des réseaux des boutiques. Moi, je ne travaille pas la production. Après, je travaille avec des usines qui font, eux, la production. Et moi, je ne suis pas transformateur et fabricant, à part sur ce dernier produit. Ça, c'est un produit qu'on a fait. On a acheté le fil en Chine, le chanvre et le coton bio, et on a fait tisser avec un ami à moi qui s'occupe que du tissu. Il a fait tisser en France et fabriquer en France. Voilà. Mais ça, voilà, ça commence à arriver. Et j'attends, il y a une filière du chanvre en France, d'ici 2-3 ans, normalement, on va pouvoir avoir du fil. Alors ça, on a la chance de vendre la marque Sea Shepherd. C'est parce que la marque Woodlands, en fait, qui est la marque des parkas et des t-shirts, fabrique et donne une gamme de produits chaque année quand l'équipage part en mission pour tester les produits. Ils ont un partenariat avec Paul Watson, le fondateur de Woodlands, et en contrepartie, il y a une petite gamme sur laquelle on a le droit de floquer des logos Sea Shepherd. Il y a des t-shirts, une parka, un petit bonnet qu'on a vendu, une chapka, 2-3 vestes. Et à ce moment-là, sur leur site internet, quand on commande chez Woodlands, et quand moi je fais mes achats, on donne 20% à l'association. Oui, donc c'est un livre qui est sorti il y a 2 mois à peu près, chez un petit éditeur de Toulouse, les éditions Mélibé. Et c'est un livre qui s'appelle donc Vers une société végane, sous-titré Après-demain l'abolition, dans lequel j'envisage un scénario parmi des centaines d'autres pour arriver à une société végane. Donc quels événements ou quels mécanismes peuvent conduire à ce qu'on arrive à l'abolition un jour de l'utilisation, du commerce, de la propriété des animaux non humains. Et après, dans une deuxième partie, comment on organise la société une fois que ceci est rentré dans la Constitution. Quelle relation on entretient avec les animaux, comment on réussit à créer une société multi-espèces. Bon, moi, je me suis pas mal appuyé sur le LISO Police, donc il y a une réflexion sur les droits différenciés des animaux, suivant que c'est des animaux domestiques, des animaux sauvages ou des animaux liminaires. Et voilà, après j'ai essayé d'imaginer des situations concrètes, donc à travers un petit collectif qui habite sur un lieu où il y a pratiquement autant d'humains que d'animaux non humains, et voir quelles relations ils ont. Après bon, il y a tout un exposé sur quels droits on peut donner aux animaux, comment on peut coexister avec eux. Voilà, je ne vise pas la disparition des animaux domestiques notamment comme certains le font. J'essaye plutôt de voir comment on peut vivre ensemble, comment on peut s'enrichir les uns les autres. S'ils peuvent vivre leur vie jusqu'à leur mort tranquille, pourquoi pas. Il y a un droit qui est un droit à participer à la vie sociale et à la coopération, qui est encadré par un espèce de droit du travail spécial pour les animaux. Et là, justement, je donne l'exemple d'un cheval qui manifeste un intérêt quand il voit une personne qui va dans la forêt débarder du bois, et la personne y va très lentement, donc elle va se former à ça et elle y va très lentement à partir du moment où il y a une demande du cheval, et elle respecte son rythme et elle fait d'abord comme un jeu avec le cheval pour lui faire tirer des choses sans mort. C'est que le cheval soit libre de travailler ou de ne pas travailler, de s'arrêter. Et voilà, donc c'est une relation qui s'instaure entre une femme de 50 kg et un cheval de 500 kg, et sans aucune coercition. Qui est une entraide et une collaboration comme ça. J'imagine qu'il y a un temps d'essai, il y a un espèce de droit du travail qui est créé, et avec un essai, des amendements, et petit à petit comme ça voir comment on pourrait. Ce qu'il faut, c'est lui laisser le choix de travailler, de ne pas travailler, de se reposer, que ça soit plus un jeu. Voilà, moi j'ai pris l'exemple du cheval, c'est un exemple assez facile. Après, faire tondre des moutons, c'est peut-être pas vraiment un travail, mais
c'est juste les mettre à un endroit précis, si eux ça leur convient. Et voilà, après ce qu'il faut c'est être à l'écoute des animaux, voir quels sont vraiment leurs besoins. Puis j'imagine qu'on va développer des communications de plus en plus fines aussi avec les animaux pour être vraiment à l'écoute de leurs besoins, pour pouvoir les faire participer à la vie de société. Il faut qu'ils soient en mesure, enfin que nous on soit en mesure de les comprendre, de voir quels sont leurs choix, parce que tous les animaux sont capables de faire des choix, d'exprimer des préférences. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on va inventer au fur et à mesure, qu'on va inventer tous ensemble. C'est pas des solutions toutes faites que je mets sur la table, parce que moi, je suis plutôt dans la permaculture végétale et donc j'ai assez peu de relations avec les animaux. Et voilà, mais je trouve que c'est vraiment une piste intéressante à travailler et de voir justement comment les relations entre les humains et les non-humains peuvent enrichir les deux. Donc moi j'imagine par exemple qu'il y a une ministre de l'Éducation qui rend obligatoire une visite d'abattoir dès le secondaire. Et donc tout un travail sur l'éducation pour imaginer qu'en une génération déjà, pour les enfants, ça devienne quelque chose de la normale de manger de la viande. Après, il y a une pression citoyenne, qu'on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont dans ce sens-là. Et puis voir après au niveau des lois, comment faire changer les lois, comment y aller progressivement, comment envisager la transition donc des personnes qui vivent de ça, comment leur permettre de se reconvertir, comment les aider. Enfin, c'est tout un processus comme ça, donc je ne rentre pas non plus dans les détails parce que c'est pas. Voilà, on ne peut pas proposer quelque chose clé en main comme ça, mais c'est surtout donner des pistes et donner des envies aux gens de réfléchir, d'approfondir le sujet et puis d'aller tous ensemble vers un avenir comme ça, avec davantage de compassion et de paix.